L'explosion sociale qui secoue l'Iran trouve son origine dans un choc économique d'une brutalité rare. En quelques semaines, les prix des produits de base ont doublé, parfois triplé, rendant la vie quotidienne impossible pour des millions de familles. Ce n'est pas une crise cyclique, c'est une rupture. L'économie iranienne, déjà affaiblie par des années de sanctions, de corruption et de mauvaise gouvernance, s'est quasiment arrêtée net. Le premier signal fort est venu du Grand Bazar de Téhéran. Historiquement, le bazar n'est pas seulement un lieu de commerce, c'est un baromètre politique. Lorsque ses portes se ferment, le pouvoir tremble. Fin décembre 2025, les commerçants cessent leurs activités, non par manque de clients, mais par acte politique. Cette fermeture massive bloque les flux de liquidités, paralyse l'économie informelle et envoie un message clair, la compte, de la dénonciation de la vie chère, on passe à des cris ouvertement politiques. Mort aux dictateurs et femmes, vie, liberté résonnent à nouveau, mais avec une intensité et une ampleur inédites. Cette fois, la peur ne suffit plus à contenir la rue. Ce réveil populaire n'est pas spontané, il est le résultat de décennies d'accumulation de frustration. La corruption endémique, l'enrichissement d'une élite liée au pouvoir, l'isolement international et la répression constante ont miné le contrat social. L'effondrement économique agit comme l'étincelle finale qui met le feu à une poudrière déjà prête à exploser. Ainsi, ce premier chapitre marque le point de non-retour. Lorsque l'économie s'effondre et que le bazar se tait, le régime perd sa base de légitimité. La contestation cesse d'être sectorielle pour devenir nationale. L'Iran entre alors dans une phase nouvelle, celle où la survie quotidienne se transforme en lutte existentielle contre le pouvoir en place. La crise iranienne franchit un seuil décisif lorsque le cœur économique du pays cesse de battre. Le Grand Bazar de Téhéran, pilier historique du commerce et acteur politique déterminant depuis des siècles, ferme ses portes dans un geste de défi ouvert. Ce n'est ni une panne économique ni une grève sectorielle, c'est une rupture politique assumée. En Iran, lorsque le bazar se retire, le pouvoir entre en zone de danger vital. L'histoire l'a démontré à maintes reprises, notamment lors de la chute du Shah en 1979. Cette fermeture provoque un effet immédiat et profond. Les flux financiers se tarissent, le cash disparaît, les circuits informels essentiels à la survie quotidienne s'effondrent. Les petites entreprises ferment, les transports ralentissent, les chaînes d'approvisionnement se rompent. En quelques jours, l'État perd sa capacité à faire fonctionner l'économie réelle. La crise n'est plus seulement monétaire ou sociale, elle devient structurelle. Le régime ne gouverne plus, il subit. Le basculement est d'autant plus grave que le bazar n'agit pas seul. Les commerçants, entrepreneurs, artisans et grossistes s'alignent sur la contestation populaire. Cette alliance entre la rue et les milieux économiques marque un tournant stratégique. Traditionnellement prudents, les acteurs du bazar choisissent le risque politique plutôt que la survie sous un système qu'ils jugent désormais condamné. Leur décision signifie une perte totale de confiance dans l'avenir du régime. Dans les grandes villes comme dans les centres industriels, la paralysie s'étend. Les ouvriers cessent le travail, les marchés régionaux ferment, les zones commerciales deviennent silencieuses. Chaque rideau baissé est un vote contre le pouvoir. Cette grève diffuse, sans coordination centrale apparente, révèle une désintégration profonde de l'autorité étatique. Le régime dispose encore de la force armée, mais il a perdu le moteur économique qui la soutient. À ce stade, la République islamique entre dans une spirale irréversible. Sans ressources, sans liquidité et sans soutien des acteurs économiques, elle ne peut ni apaiser la population ni maintenir durablement la répression. Le bazar, en se retirant, retire au pouvoir son dernier masque de normalité. La rupture est consommée. Ce qui se joue désormais en Iran n'est plus une crise passagère, mais la désagrégation progressive d'un système arrivé à sa fin. Le moment le plus dangereux pour tout régime autoritaire n'est pas lorsque la rue se soulève, mais lorsque les forces chargées de la réprimer commencent à douter. En Iran, ce point critique est atteint lorsque les uniformes vacillent. La peur change progressivement de camp. Les manifestants n'ont plus seulement le nombre, ils commencent à bénéficier d'une neutralité, voire d'un soutien passif, de certaines forces de sécurité. Ce basculement marque une fracture interne profonde, souvent irréversible. Les premiers signes apparaissent dans les rues. Des policiers refusent d'intervenir, reculent face à la foule ou se contentent d'observer sans agir. Dans certaines villes, ils enlèvent leurs casques, baissent leurs boucliers ou quittent leur poste en civil. Ces gestes, apparemment mineurs, ont une portée symbolique immense. Ils signifient que l'ordre de tirer n'est plus automatiquement exécuté. Or, sans obéissance, la répression devient instable et risquée pour le pouvoir.
Le choc majeur survient avec la prise de parole publique d'un officier iranien de haut rang, filmé et diffusé sur les réseaux et chaînes satellitaires. En déclarant être prêt à agir contre la République islamique, il brise un tabou vieux de plusieurs décennies. Ce n'est plus un civil ou un opposant en exil qui parle, mais un homme issu du système sécuritaire lui-même. Ce message agit comme un signal, la loyauté n'est plus totale, et chacun comprend qu'il n'est plus seul à douter. La distinction entre l'armée nationale, Artesh, et la garde révolutionnaire, IRGC, devient alors centrale. L'Artesh, historiquement lié à l'État iranien et à la nation, est de plus en plus perçu comme une institution distincte du projet idéologique des ayatollahs. À l'inverse, l'IRGC apparaît comme une milice politique chargée de maintenir un pouvoir en perte de légitimité. Cette fracture interne affaiblit la chaîne de commandement et nourrit la confusion au sommet. Lorsque les forces de sécurité commencent à calculer non plus l'ordre reçu, mais les conséquences futures de leurs actes au procès, représailles, responsabilité morale, le régime entre dans une phase critique. La peur d'un avenir post-régime paralyse l'obéissance. Ce chapitre marque ainsi une trahison prétorienne classique, l'épée censée protéger le pouvoir hésite, puis se détourne. À partir de cet instant, la chute du régime cesse d'être une hypothèse lointaine pour devenir une possibilité concrète et imminente. Le basculement devient irréversible lorsqu'une ville entière échappe au contrôle du pouvoir. Abdanan, dans la province d'Ilam, entre dans l'histoire comme la première cité à passer ouvertement sous contrôle populaire. Ce qui frappe dans cet épisode, ce n'est pas une bataille armée ni une prise violente, mais l'absence même de résistance organisée. Le régime ne perd pas Abdanan par la force ennemie, mais par évaporation de son autorité. Les images qui circulent montrent une réalité impensable quelques mois plus tôt, des commissariats ouverts, des policiers sur les toits aux côtés des citoyens, des chants et des danses là où régnait la peur. Les représentants locaux du pouvoir, gouverneurs, chefs de sécurité, administrateurs, ont fui. L'État s'est retiré sans combat. Cette scène a une portée symbolique majeure. Elle prouve que le régime peut tomber ville par ville, sans guerre civile généralisée. Abdanan devient alors un précédent. Dans un système autoritaire, l'exemple compte plus que les discours. Lorsqu'une ville tombe et survit, la barrière psychologique s'effondre ailleurs. Les manifestants d'autres régions comprennent que la répression n'est ni automatique ni inévitable. Les forces de sécurité, elles, constatent qu'il est possible de ne pas tirer et de rester en vie. L'équilibre de la peur se brise. Très vite, l'effet domino s'enclenche. D'autres villes entrent en ébullition, les rassemblements grossissent, les slogans deviennent plus audacieux. Les symboles du régime sont arrachés, remplacés par des drapeaux nationaux historiques. La loyauté change de camp non par idéologie structurée, mais par instinct de survie collective. Chacun comprend que le pouvoir central n'est plus capable de reprendre le contrôle partout à la fois. Abdanan n'est donc pas un simple épisode local, c'est une démonstration de faisabilité. Elle transforme une contestation nationale en scénario crédible de désintégration territoriale du régime. À partir de ce moment, la République islamique ne fait plus face à une révolte abstraite, mais à une réalité concrète, des zones qui échappent à son autorité. Ce chapitre marque le passage décisif entre la contestation et la perte effective du contrôle de l'État. À ce stade, le régime n'est plus simplement contesté, il est en phase terminale. Tous les piliers qui soutenaient la République islamique depuis plus de 4 décennies se sont fissurés simultanément. L'économie est paralysée, le bazar s'est retiré, les forces de sécurité hésitent, et des villes échappent au contrôle central. Ce cumul de fractures transforme la crise en effondrement systémique. Le pouvoir subsiste encore formellement, mais son autorité réelle s'est dissoute. Le signe le plus révélateur de cette fin d'ère est l'effondrement psychologique du sommet de l'État. Les aveux publics de dirigeants, reconnaissant leurs responsabilités et la perte de légitimité du régime, marquent une rupture historique. Lorsqu'un pouvoir cesse de se présenter comme infaillible et commence à se justifier, il admet implicitement sa défaite morale. La rhétorique de la conspiration étrangère ne suffit plus à masquer l'évidence, le rejet vient de l'intérieur. Dans les rues, un changement symbolique profond s'opère. Les emblèmes idéologiques du régime sont abaissés, remplacés par des symboles nationaux plus anciens, porteurs d'une identité iranienne antérieure à 1979. Ce retour aux racines n'est pas une nostalgie aveugle, mais une quête de continuité historique, de dignité nationale et de normalité politique. Le mouvement ne se définit plus seulement par ce qu'il rejette, mais par ce qu'il aspire à reconstruire. Parallèlement, le facteur international joue un rôle amplificateur. Contrairement au soulèvement précédent, l'information circule malgré les coupures d'Internet.
La diaspora, les technologies de contournement et les médias globaux exposent chaque acte de répression en temps réel. Cette transparence limite la brutalité du régime et renforce la confiance des manifestants. Le pouvoir ne peut plus agir dans l'ombre, et chaque décision répressive accélère son isolement. Ce dernier chapitre ne décrit donc pas un chaos, mais une transition historique en gestation. L'Iran entre dans une phase où la peur a changé de camp et où l'idée même de l'intangibilité du régime a disparu. Rien n'est encore totalement écrit, mais une certitude s'impose, l'ordre ancien ne peut plus être restauré. Ce qui se joue désormais n'est pas la survie d'un régime, mais la naissance d'un nouvel Iran, façonné par une société qui a décidé de reprendre son destin en main. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et rester informé en temps réel. Partage et active la cloche pour soutenir ce travail.